Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour évolue dans un univers particulier entouré de tableaux, de sculptures, d'objets d'exception. Figure influente du marché de l'art en principauté, elle a dirigé le bureau monégasque d'art curial pendant 8 ans. Aujourd'hui directrice de Sotheby's Monaco et présidente de la Monaco Art Week, où elle nous invite à parcourir la ville à la découverte d'expositions. J'accueille Louise Greter. Bonjour. Bonjour Geneviève. Louise, je disais que tu as imaginé, enfin tu fais partie de ceux qui ont imaginé la Monaco Art Week. Est-ce que l'idée c'était de dire l'art prend la possession de Monaco? C'était quoi l'idée vraiment de l'Art Week? L'idée de Monaco Art Week, c'est de promouvoir la place de la principauté comme un lieu de l'art. Ouais. Donc, c'était pour fédérer toutes les galeries et maisons de vente aux enchères dans la principauté et de travailler ensemble. Vous êtes nombreux? C'était le but. On est 19. Ah, c'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup. Je pense qu'on a toutes les galeries ouais. et les maisons de vente aux enchères. Après, c'est notre 7e année cette année. C'est le 7e Monaco Art Week. Et vous avez commencé petit, vous avez grossi. Comment ça s'est passé? C'est une aventure, non, quand même? Non, c'était une aventure dès le début. C'était l'idée de Laura de Jonker, ouais. À l'époque, qui a eu cette formidable idée. Et elle disait quoi? Elle disait, en fait, tous ensemble, on est plus fort que si on fait chacun. Oui, et elle a eu raison. Ça fait quoi? C'est comme une semaine de marché. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être achetées pendant cette semaine-là, ou c'est plutôt de l'exposition seulement? Non, c'est les expositions, mais c'est aussi, on peut absolument acheter, ça c'est le but. C'est le principe des galeries, en fait. Oui. C'est que tout ce qu'on voit, on peut acheter. Oui, c'est peut-être seulement avec Sotheby's, Christie's et les autres maisons de vente, il faut attendre un petit peu. Mais ça, c'était le but. Et on a la chance de l'associer aussi avec Art Monte Carlo en même temps. Donc ça, c'est une semaine clé à Monaco, début juillet, avec l'ouverture de l'exposition de l'été de Grimaldi Forum, qui est absolument fantastique chaque année. Est-ce que ça, le Grimaldi Forum et les expositions d'été, est-ce que ça a fait monter Monaco d'un cran? Ou pas? Sûrement, parce que chaque année, c'est muséal, les expositions. Et ça attire beaucoup d'entrées, des collectionneurs, de monde dans l'art. Et Sylvie Biancheri et son équipe sont vraiment formidables pour ça. Donc, oui, ça, c'est un grand atout pour Monaco. Alors justement, est-ce que Sotheby's, parce que Sotheby's Monaco, c'est vraiment que Sotheby's a fait un bureau à Monaco. C'est pas comme si c'était toi seulement qui travaillais pour Sotheby's qui était dans le reste du monde. Il y a eu une intention de venir s'installer à Monaco aussi. Mais on est là depuis de très grandes nombreuses années. Et on avait fait des ventes dans le passé. Mark Armstrong, c'est un sort d'institution aussi, mon prédécesseur. J'ai du mal à lui suivre, mais c'était... non, Sotheby's sont implantés depuis de longue date. C'était débuté avec la vente de Redé Rothschild en 1975 au Sporting. Donc, il y avait des longues années exceptionnelles à l'époque. C'est une grande maison, Sotheby's. Comment c'est organisé dans le monde? Les grands centres pour les ventes, c'est toujours Londres et New York. Les deux? C'est Londres et New York? Mais Paris, de plus en plus, on vient d'ouvrir un formidable nouveau bureau, 83 rue du Faubourg Saint-Honoré, où on fait des ventes dedans. C'est une jolie adresse. Oui. Mais c'est pas si loin de notre ancienne adresse. L'ancienne adresse, c'était en face de l'Élysée. C'était devenu un peu difficile. Oui, pour les clients, pour aller. Donc ça, c'est plus facile parce que c'est diagonale en face de Bristol. Et on voit déjà qu'on peut voir les ventes de l'extérieur. Et c'est plus interactif parce qu'on a un restaurant dedans, on appelle ça un salon de vente privée.
où les clients peuvent venir s'asseoir, choisir des choses et d'acheter direct. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, acheter de l'art, c'est aussi un lifestyle. Hein. C'est pas seulement... C'est pas seulement une décision, et ça prend du temps. On a établi ça comme un véritable art de vivre aussi. Hein. Totalement, oui. Parce que est-ce que c'est difficile, si moi demain je décide d'acheter de l'art, est-ce que c'est difficile pour quelqu'un qui l'a jamais fait d'acheter de l'art? Non, je pense qu'il faut commencer. Il ne faut pas que tu achètes un Picasso demain tout de suite. Mais je ne sais pas si je pourrais, mais... Il faut commencer de petit à petit avec le cœur, je dirais, parce que acheter pour un investissement, c'est une autre façon de faire. Mais je vois que ceux qui font avec le cœur, au fil des années, ils font une collection exceptionnelle. C'est ça. Parce qu'il y a de l'âme dedans Ah, tu me rassures. Oui. Ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui achètent parce qu'ils aiment. C'est pas simplement parce que ça a de la valeur, quoi. Non. Heureusement. Quand tu conçois une vente, est-ce que toi, tu sélectionnes des choses que tu aimes? C'est pas moi, parce que c'est les experts, mais c'est un sort de curation pour la vente. Ils n'acceptent pas tous. Donc il y a un schéma, il y a une thématique par exemple, où il y a des choses comme ça qui forment la vente. Tu dis la curation, est-ce que ça veut dire que on va choisir un thème, ou on va choisir pour rassembler des œuvres qui rentrent dans ce thème, c'est ça? Oui, mais pas que le thème, parce qu'on a des ventes contemporary and modern, maître ancien, grand design, important design. Mais ils acceptent que les œuvres qui sont presque assurées de vendre. Et il faut aussi le bon prix, parce qu'il y a certains vendeurs il faut persuader d'accepter le prix des experts, parce que le prix des experts sont souvent attractifs pour stimuler un grand nombre d'acheteurs sur le lieu et augmenter le prix final. Ça, c'est une négociation, avec les vendeurs? C'est toujours une négociation, oui, toujours. Et est-ce que ça arrive qu'il y ait des vendeurs qui finissent par ne pas vouloir être dans la vente parce que le prix, ça leur convient pas? Oui, souvent. Ouais. Mais au fil des années, parce que, par exemple, ils décident de ne pas vendre, parfois ils regrettent d'avoir vendu, de ne pas avoir vendu, parce que le timing est correct, ou plusieurs années ou mois plus tard, ils décident de les vendre. C'est toujours une question de timing. Et comment l'expert fait son évaluation? C'est techniquement, est-ce qu'il y a un élément qui fait que ça peut monter ou descendre? C'est le marché qui parle. C'est le marché qui parle. C'est l'objet, la rareté de l'objet. Ça dépend dans quelle catégorie aussi. C'est différent pour les bijoux, les montres, même les sacs Hermès. Et pour les ventes contemporaines et tous les autres Global Fine Arts, les départements. Oui, parce que tu fais bien de préciser que Sotheby's, c'est pas uniquement des tableaux, des sculptures. C'est aussi autre chose. Hein. Non, pour ceux qui ne savent pas. On a une grande panoplie de luxe. Il inclut les motorcars R.M. Sotheby's. Et d'ailleurs, on fait des ventes de R.M. Sotheby's à Monaco pendant le Grand Prix historique. Au Grimaldi Forum. Ah, ça doit être incroyable. Oui, c'est... là, il y a besoin de place pour mettre toutes les voitures. Oui. Il y a besoin de place quand même. Mais on a vendu la collection de Jody Scheckter l'année dernière. L'année dernière, oui. Et il y avait d'ailleurs une vente record. Record, oui. Pour cette vente-là, je me souviens. Qu'est-ce qui décide la famille de Jody Scheckter de vendre sa collection? Ils n'ont plus de place, c'est un moment où ils ne veulent plus la garder. C'est quoi qui peut décider? C'était lui-même qui a décidé de vendre. Je ne me souviens plus des détails, parce que les voitures, c'est un peu à part pour moi. Ouais. Qu'est-ce qui décide les collectionneurs? Alors, les collectionneurs, parfois, ils vendent parce qu'ils ont besoin de faire de la place. Qu'est-ce qui peut décider un collectionneur d'art à vendre?
Il y a plusieurs raisons. Ils voudraient... parfois, c'est bien de vendre la collection et pas une œuvre de la collection parce que c'est beaucoup plus fort comme collection. Ou ils voulaient renouveler la collection ou ils veulent acheter autre chose. Ou acheter d'autres choses. Ou parfois, c'est vrai qu'ils n'ont plus de place. La situation familiale a changé. Ouais. Parfois, on gère des successions et c'est la famille qui hérite les choses et qu'ils voulaient peuvent pas garder. Ouais. Ils voulaient juste garder certaines pièces. Mais... Parce que est-ce que les collectionneurs y vivent avec leurs collections ou c'est des collections qui sont en dépôt quelque part dans un entrepôt? Est-ce qu'on vit sa collection? Oui, oui, il y a de toutes sortes de collectionneurs. Ouais. Il y a certains qui ont tellement des œuvres qu'il y a beaucoup dans le pot-franc ou dans leur maison à droite et à gauche, mais ils ne vivent pas, tout le temps, tous avec. Mais non, la majorité la majorité, oui, je dirais. Ils vivent avec quand même. Hein? Oui, ils vivent avec, mais il y a beaucoup de contraintes parfois de... Ah oui, de conservation peut-être. Conservation, oui. La température, oui, la lumière. C'est fragile en fait. Et c'est difficile de transporter toutes sortes de contraintes. De contraintes, oui. Là, tu parlais d'un port franc. À Monaco, il y a un port franc maintenant. Oui. Est-ce que ça a amélioré, est-ce que ça a apporté quelque chose d'avoir un port franc à Monaco? Oui, absolument. Parce que c'est un élément important pour y compris les vendeurs et les acheteurs, d'avoir un endroit sûr. Ouais. Et j'imagine que le port franc aussi, il a les conditions techniques. Oui, absolument. Donc, c'est pas un entrepôt classique. Non, pas du tout. C'est aussi, au-delà de la sécurité, il y a la bonne température, la bonne lumière. Est-ce que ça change la valeur d'une œuvre si elle n'est pas entreposée correctement? Oui. Absolument, ça peut changer. Ça dépend de la conservation. La provenance, ça compte beaucoup, et la condition. Et il faut entretenir la condition. C'est ça, il ne suffit pas de l'acheter, l'œuvre. Hein. Après, il faut l'entretenir, il faut la préserver, en fait. Préserver, exactement, c'est le mot. Mais ça, c'est les experts, ils ont des moyens, des échelles. Oui, ils ont des moyens pour estimer. estimer et de faire des condition reports ici. Et on fait appel à des experts externes aussi pour faire des condition reports pour des œuvres majeures. C'est une grosse industrie. Il y a beaucoup de métiers dans l'art. Enfin, le marché de l'art, il y a beaucoup de métiers quand même. Oui, il faut maîtriser toutes sortes d'éléments. D'éléments, oui. Ouais. Tu disais le transport, la conservation, l'estimation. Est-ce que l'exposition, parce que ton métier à toi, en priorité, c'est quoi? C'est galériste ou c'est marchand? Mon métier, c'est un tel mélange. Mais souvent, je dis à des gens que je gère un rôle de diplomate plutôt pour Sotheby's parce qu'il faut toujours rester calme et de gérer tellement de choses et des clients, des acheteurs, des vendeurs. Tu es entre les deux? Oui. Tu es entre l'acheteur et le vendeur? Oui, parce qu'il faut... Mon but, c'est de trouver des œuvres. Donc, c'est un sort de treasure hunt. Ah oui. Pour chercher des œuvres. Je ne suis pas trop concernée pour chercher des acheteurs, parce qu'il y a toujours des acheteurs. Mais c'est des vendeurs qui comptent. Et ça, c'est intéressant, parce que il faut mettre toutes les choses en clé pour trouver les acheteurs. Parce que ce que tu me dis, c'est que c'est pas automatique que les vendeurs ils viennent te voir ou ils viennent voir des maisons comme Sotheby's pour dire je veux vendre. C'est pas automatique. Automatique, non. On a beaucoup de gens qui viennent parce que c'est Sotheby's, parce qu'ils nous connaissent, etc. On a notre réputation. Mais il faut aussi trouver des nouvelles à faire. Ouais. Des gens qui sont peut-être pas... On fait des trouvailles. Est-ce qu'on trouve des choses qu'on n'attendait pas? Oui, tout le temps.
Dans mon parcours, je me souviens qu'une fois, j'ai rencontré un monsieur qui avait trouvé une incroyable œuvre de Charlotte Perriand dans le Emmaüs, près de Nice. Et il avait acheté ça pour une somme incroyable, comme, je ne sais pas, 200 €. Et sa femme a dit, je déteste cette œuvre, mettez-le dans le jardin. Et une fois, il a regardé la télévision TF1 le soir, il a vu une émission sur l'artiste. Sur l'artiste, ouais. Et il a dit à sa femme, on a l'œuvre. Elle ne croyait absolument pas. Donc, on était voir l'œuvre. Et finalement, il avait vendu ça pour 600 000 €, 700 000 €. Oui, quand et même. Ça a changé sa vie. Et je me souviens toujours de cette... C'est vrai, ça arrive encore, ça? Oui. Moi, ça, c'est rare. Mais... Ouais. On trouve encore des choses qu'on pensait plus trouver. Est-ce que toi, il y a quand même des surprises? Oui, il y a des surprises de temps en temps. Après beaucoup de recherche. On avait trouvé une petite sculpture de Rodin chez un particulier au fin fond près de Marseille une fois. Ouais. Il y a encore ça? Oui, il y a encore ça. Oui. Ça, c'est la joie de du métier, de trouver ça. Très récemment, on avait trouvé une formidable collection à Villefranche-sur-Mer. Oui, cette collection s'est représentée dans notre vente Important Design à Paris en mai. Et ça, c'était très sympathique parce que c'était inattendu. Est-ce que c'est quoi l'émotion quand on découvre, quand on a cette chance-là de trouver une collection comme ça? C'est quoi l'émotion professionnelle qu'on a? L'excitation et la passion qui sort, surtout quand on voit la réaction des experts qui Ils sont parce que j'imagine qu'un expert, il est très sensible à découvrir ce genre. Quand on a l'expert qui arrive et qu'on voit qu'il est épaté. Oui, ça j'adore ça parce que c'était. Bah oui. Bah oui. C'est sympa de voir toute l'aventure de consigner des œuvres, l'historique des œuvres et la vente qui est assez théâtrale à la fin, beaucoup d'émotions pendant une vente. Et après, voir le parcours de l'œuvre, la nouvelle acheteur, la nouvelle vie. Parfois, c'est une nouvelle vie pour l'objet qui part peut-être à l'étranger, dans une autre ambiance. c'est sûr. Souvent, je me suis dit, c'est malheureuse parce que la nouvelle acheteur ne connaît pas le passé. Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Mais surtout pour les bijoux, parfois, parce que je vois parfois l'émotion de vendre les bijoux, qui signifie surtout... c'est un attachement. Parfois, j'ai des vendeurs en pleurs. Ah oui? Oui, devant nous. Et la nouvelle acheteur, c'est que les Chinois qui demandent si c'est un passé malheureux ou ah oui, parce qu'ils sont superstitieux. Oui. Sinon, personne ne demande. Non. Quand on vend des bijoux, est-ce qu'on a conscience qu'on vend des objets personnels? Parce que une toile, c'est peut-être moins personnel qu'un bijou quand même. Hein? Donc, ça dépend. Ça dépend. Oui. Ouais. Mais les bijoux, oui, c'est spécial pour ça. Parce que quand on vend un sac Hermès aussi, il y a l'histoire de la femme qui l'a porté, non? Ou pas? Peut-être un peu moins, parce que ça, c'est spécial, les sacs Hermès, parce que parfois, ils sont tellement peu portés qu'ils ne laissent pas un âme. Moi, je ne sens pas l'âme dans les sacs Hermès. Non, mais dans les bijoux, les bijoux, oui? Oui. Ah ouais. Parce que c'est vrai que les bijoux, ça parle aussi de la personne qui l'a porté. Hein. Toutes les femmes ne portent pas les mêmes bijoux. Hein. Ça, c'est vrai. Surtout les anciens bijoux. Qui étaient fabriqués pour. Ouais. Exact. C'était presque tous des pièces uniques aussi. Ça doit être une autre façon de traverser la vie des gens. Hein. Exact. Ça, c'est sûr. Et comment tu arrives à ça, toi? Est-ce que c'est le métier que tu as toujours voulu faire?
Non, mais c'est un peu mon parcours, c'est étrange parce que j'ai commencé mon carrière avec le BBC. Ah, wow! Oui, à Londres. Sur une émission qui d'ailleurs n'existe plus, qui s'appelle Crime Watch UK. Ah, yes, I remember. Really? I do. Avec Jill Dando et Oui. Nick Ross. C'était très, très, très populaire, hein? Très populaire et j'étais fascinée par Crime Watch UK. Et en fait, c'était très intéressant de mais il y a eu commencer. des enquêtes incroyables hein, dans cette émission. Oui, oui. C'était en fait la police a fait appel à notre émission quand ils avaient des problèmes de trouver les témoins. Les témoins ou la personne responsable du crime. Et donc, ils avaient partout dans toutes les forces de police en Angleterre, ils ont fait appel à Crime Watch parce qu'on avait une autre façon. Façon et on pouvait faire appel au public. La police en Angleterre, elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas faire des appels au public en disant si vous avez vu telle personne, prévenez-nous. Oui, mais à l'époque, il y a 30 ans, il n'y avait pas le réseau social et tout ça. Tout le monde était... il y avait beaucoup de personnes qui regardaient Crime Watch UK. Ah, oui. C'était une audience incroyable. Une audience incroyable. Et je me souviens que chaque mois, on était au téléphone pour décrocher avec les membres du public qui appelaient pour dire, moi, je connais X et Y, ça peut être Mr. X ou Monsieur Il y a Y. beaucoup de cold cases qui ont été résolus grâce à Crime Watch. C'était incroyable. Oui, mais à la fin, malheureusement, Jill Dando, qui était la très jolie présentatrice, elle était tuée devant chez elle. Devant chez elle. Parce qu'elle faisait cette émission aussi. Hein. Oui. Et ils ont, à ce jour, jamais trouvé Ils n'ont pas trouvé le coupable? Non. Ça, c'est incroyable. Parce que l'émission, elle s'est arrêtée avec elle? Non, mais peu après, ça c'était plus pareil. Alors, tu commences à la télévision, à Londres. Oui. Parce que la BBC, il faut être à Londres. Oui. Ça, sinon, c'est pas pareil. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu changes comme ça? En fait, j'ai eu, entre-temps, j'ai travaillé pour un American Consulting Firm qui s'appelle Kroll, dans le Business Intelligence Investigations. Et ça, c'était un peu similaire à Crime Watch. C'était encore de l'enquête, hein? C'était encore de l'enquête. Mais très intéressant aussi, j'ai été partout dans le monde pour Kroll, Kazakhstan, un peu au Pakistan en fait, et Nigeria, mais beaucoup de petites investigations sur place à Londres. C'était beaucoup de recherches, de due diligence, etc. Ah, tu vois, c'est le treasure hunt. Ouais, toujours le treasure hunt. Toujours un peu, hein? Oui. Après, j'ai parti aux États-Unis pour faire un master's à Johns Hopkins. Okay. Je suis revenue et à ce point-là, 3 enfants plus tard, je déménage à Monaco parce que mon mari, il a grandi à Monaco. Ton mari, tu l'as rencontré dans un avion peut-être? Ou pas? Non. Ah non, non. Parce qu'il est pilote. Et oui, mais non, sur les pistes de ski. Ah ouais, bon. Mais ça aurait pu. Voilà. Parce que quand tu as dit j'ai beaucoup voyagé, j'ai dit peut-être que c'est là qu'il a rencontré le pilote d'avion. Non. Donc 3 enfants plus tard, tu déménages à Monaco, vous venez vous installer à Monaco. Venez installer à Monaco. Et là, pour faire due diligence et investigation, c'était un peu... Oui, c'était plus ou moins impossible. Je ne voulais pas continuer dans ce démarche, c'était pas possible. C'était il y a combien de temps? Il y a 15 ans, 15 ans. à peu près. Parce qu'il n'y avait pas encore les systèmes d'aujourd'hui de travail à distance. Oui, j'étais un subcontractor à cette époque-là, mais je voulais avoir un travail quotidien, ouais. Mais c'était aussi difficile après des expériences excitantes même. Je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire ici. Et j'ai eu la chance de rencontrer
maître François Tajon. Voilà. À cette époque-là. Par grand hasard, via une amie proche qui m'a présentée, et François m'a demandé d'ouvrir le bureau pour Arcurial, parce qu'il a dit, on est là chaque été, mais c'est très dommage, l'équipe part Le lendemain de la vente, ouais. Et il reste personne ici pour oui, treasure hunting. pour treasure hunting, exactement. C'est ça. Et c'était visionnaire, hein. Oui, oui. Comme façon de penser, hein. Ouais, lui, il était visionnaire dans beaucoup de choses, parce que c'était lui qui a pensé que ça avait été une très bonne idée de faire une vente de sculptures à Monaco, qui d'ailleurs continue. Et donc... Oui, il y a la vente Arcurial chaque année. Oui, en collaboration avec la SPM. Oui. Donc c'était un pari. C'était un pari, mais c'est pas souvent un pari, parce que tout à l'heure tu parlais de treasure hunting. Quand on découvre des œuvres, etc., c'est toujours un pari de décider de monter une vente avec ces œuvres, non? Oui, mais aussi les gens, ils ont dit, mais comment tu peux mettre une sculpture de Cause qui vaut 1,2 million dans les rues de Monaco? Parce que n'importe où ailleurs, ça peut pas tenir. Ça peut pas tenir. Bon, maintenant, il y a FIAC qui fait ça. Hein. Enfin, ça s'appelle plus FIAC, mais il y a les expositions sur la place Vendôme des grandes sculptures au moment de Art Basel, mais très monumentales, quoi. Oui, monumentales. Pas des sculptures qu'on peut prendre et partir avec, oui. C'est sûr. Oui. Et je me souviens qu'on avait mis des barrières autour de Cause, mais c'était symbolique. Symbolique, oui. Ça fait peur quand on fait ça. On se dit, mon Dieu, et si on la vole? Parce que c'est des sculptures qui valaient très très cher quand même. Oui, mais aussi très lourd, heureusement. Tu vois, c'est ça l'astuce. Oui. Ils font tous des matériaux très très lourds, au moins ils sont sûrs que personne touche. Oui. Tu peux pas partir avec te coude sur le dos, quoi. Non. Non, mais ça, j'ai eu de la chance de rencontrer François, parce que c'était, humainement parlant, c'était quelqu'un d'exception. Ouais. C'est facile, quand c'est pas son métier, c'est facile d'entrer dans le monde de l'art comme ça? Non, c'était un challenge pour moi, parce que, pour être honnête, j'ai jamais entendu le nom Arcurial. Sotheby's Christie's, oui, mais je ne connaissais pas. Et mon français, il n'était pas du tout courant à l'époque. Donc, je me souviens que le premier jour, j'étais au bureau seule. Et je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais j'ai commencé dans ma façon. Et très, très vite, on était un des plus performants bureaux d'Europe. Et on a ajouté une vente en janvier. On a eu beaucoup de succès. Bah ouais. Et comme nous deux, on avait fait le mentoring pour les jeunes filles récemment, je dis toujours aux jeunes filles, il faut oser dans la vie de faire des choses, parce qu'on est capable, c'est pas le... C'est ça, c'est qu'au moment où tu dis oui, parce que c'est pas seulement que tu as la chance de rencontrer François Tajon, c'est qu'il te donne une responsabilité quand même. Oui. Au moment où tu le dis oui, est-ce que tu te dis ça va être difficile, ou est-ce que tu as eu une hésitation? Non, dès que j'ai décidé de faire quelque chose, je me lance dans l'affaire. et à fond. Et ça va aller. Oui, il faut être extrêmement motivé, déterminé. En français, on dit il faut la suite dans les idées. Tu sais, il faut toujours penser next step. Next step. Toujours. Toujours, oui. Et il faut donc... c'était pour ça que c'était extrêmement difficile pour moi de quitter Arcurial. Ça a été un moment difficile? Oui, très, parce que j'étais très attachée à cette François Tajon est disparu. Oui. Est-ce que ça a été ça aussi Un petit peu, oui, mais j'étais attachée aussi à l'équipe, à la société. Ouais. Donc... Parce que est-ce que de passer de Arcurial à Sotheby's, tu es passé chez un concurrent ou pas? Oui, quand ils ont m'approché,
j'ai eu l'idée que c'était plus ou moins la même chose, le même boulot, mais pas du tout. Pas du tout. C'est un monde extrêmement différent, c'est un monde à part. Sotheby's? Oui. Il y a une culture très forte dans l'entreprise, c'est ça que tu dis? Non, c'est tellement international, c'est beaucoup plus grand, il y a des règles internes à suivre, c'est normal pour une société à cette taille-là. Donc et je vois des collections, je rencontre des personnes tout à fait différentes. On n'est pas vraiment les concurrents. C'est pas sur le même créneau, quoi. D'ailleurs, c'est rare qu'on est en concurrent avec eux ou même les autres maisons de vente aux enchères locales. C'est assez rare. C'est rare. Tu dis c'est très international. Sotheby's, vous êtes partout dans le monde? Partout dans le monde, oui. Dans tous les pays presque du monde? Plus ou moins, oui. Ouais. C'est une grande famille ou pas? Famille, de plus en plus peut-être pour moi. Je le sens tu comme t'attaches, ça y est. Parce qu'il faut doucement. Il faut, mais c'est une machine plutôt qu'une famille. Une machine avec performante et des process, mais aussi beaucoup de passion des experts formidables, vraiment exceptionnels, qui fédèrent tout le monde. Donc ça c'est. Et là, Villefranche, c'était déjà avec Sotheby's? C'était avec Sotheby's, oui. Oui. Et c'est une performance, du coup, au sein de Sotheby's, d'avoir trouvé cette collection. C'était plutôt une chance parce que on a eu un appel du vendeur qui connaissait Sotheby's, mais il ne voulait pas donner son nom ni les détails de la collection. Et il avait dit qu'il avait fini avec nous parce que nous, on a pris le temps de suivre l'affaire. C'était surtout grâce à ma collègue qui a envoyé des petits messages qu'on est très attachés à humainement parlant de rentrer en contact avec les clientes et de le faire suivre. Ça, c'est notre but, d'établir des relations. Et il a expliqué plus tard qu'on était les seuls à répondre et de le faire, de prendre en sérieux. Parce que... Et comment tu dis on va prendre au sérieux parce que tu reçois un appel comme ça? Il y a un petit instinct, il y a quelque chose. Parfois il y a un instinct, ou parfois il faut juste accepter d'y aller voir et d'être peut-être surpris. La chance, parfois, mais il y a toujours quelque chose à apprendre c'est l'expérience à la fin. Oui, c'est un métier où il faut de l'expérience. Oui. Quand même. Oui, il y a beaucoup de contacts humains. On sent très vite si le vendeur il va vendre ou pas. C'est pas toujours notre but. Le but, c'est d'établir une relation. Et même s'ils vendent 10 ans plus tard, on est sa référence, oui. C'est pas... Ça vaut la peine. Surtout... Mais oui, on sent parce que ça dépend de leur projet de vie. Les motivations aussi, les peut-être. Motivations, l'objectif. Oui. L'objectif. C'est une vraie décision. Tu disais tout à l'heure, il y en a qui sont des vendeurs en pleurs parce qu'ils se séparent de quelque chose qu'ils aiment. C'est une vraie décision de vendre. Oui. Et nous, il faut qu'ils aient de la confiance en nous, en notre équipe, et qu'on accompagne du début à la fin. Et il y a beaucoup de choses à faire entre la décision de consigner quelque chose et ça, tu dis jusqu'à la fin, est-ce que ça t'arrive d'être à l'endroit où l'objet il va arriver dans sa nouvelle vie et d'être là quand le box il s'ouvre? Rarement. 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 Tu le vois partir, toi? Je le vois partir
Et le jour de la vente, et on suit les paiements, etc. Mais la réception, rarement. Mais peut-être parfois, je vois les œuvres que nous avons vendues. Oui. Quand elles sont installées. Oui. Ah oui? Et ça, c'est toujours intéressant. C'est vrai? Est-ce que ça t'arrive aussi de participer à des ventes d'œuvres qui sont publiques, qui sont sur la voie publique, ou c'est que des collections privées? Non, mais parfois on vend des choses pour les institutions. On avait vendu à Monaco la collection de Karl Lagerfeld. Oui, qui était plutôt... qui était immense, hein? Immense. En fait, on vient de faire une des dernières ventes à Paris, il y a quelques semaines, en janvier. La collection Karl Lagerfeld, c'était une très très grosse collection quand même. Hein? Oui. Avec beaucoup d'objets différents. D'objets. C'était incroyable. Même les tout petits accessoires. Par exemple, un petit peignoir qu'il a utilisé. Ou tous les livres qu'il avait dans sa collection. C'était, il y avait beaucoup de dessins aussi. Hein? Dessins, oui. Beaucoup d'accessoires pour son chat. Oui. Beaucoup d'accessoires pour son chat. Oui. Et ça, ça a été vendu? Oui, tout était vendu. Tout était vendu. Est-ce que vous avez vendu aussi ces biens immobiliers comme des appartements, des maisons? Parce que Sotheby's, est-ce que quand ça vend une collection, ça vend tout? Oui, mais pas l'appartement. Pas l'appartement. Parfois, on fait beaucoup de... Intermédiaire avec Sotheby's International Real Estate. Parce qu'il y a un département Sotheby's qui s'occupe de l'immobilier. Oui, c'est un peu à part. C'est Sotheby's International Real Estate. Je travaille beaucoup avec Deborah et son équipe à Monaco et aussi Alexander Craft. Et aussi. Oui. Bah oui. Est-ce qu'à Monaco, vous avez un network comme ça de professionnels qui est au service des ventes, ou c'est que des gens de Sotheby's qui viennent te rejoindre et qui repartent? Oui, c'est des experts de Sotheby's qui reviennent, qui repartent, mais très régulièrement parce qu'on fait des journées d'expertise une fois par mois pour les bijoux, les montres, sacs Hermès. Et j'ai les experts qui viennent dans tous les autres départements régulièrement. Donc, j'ai la chairman de Sotheby's, Ollie Barker, qui vient à la fin du mois. La semaine prochaine, j'ai 2 collègues de New York qui viennent pour voir une collection. Ça ne s'arrête jamais. Non, ça ne s'arrête jamais, qui est bien. Parce que vivante. Tu disais tout à l'heure 3 enfants plus tard, mais tes enfants maintenant, ils sont grands? Oui, 18, 16 et 11. Oh, il y a encore un petit à la maison. Oui. Donc, c'est pas totalement vide, la maison. Non, gosh, non. Non, gosh. C'est drôle. Tout à l'heure, tu me disais avant, je suis la plus monégasque de la famille, et pourtant, je suis anglaise. Oui. Non, c'est un joke. C'est un joke dans la famille, ça? Oui. C'est pourquoi? Parce que les autres, ils habitent plus ici? Non, ils habitent tous ici, mais... Toi, tu es la seule qui reste, tout le temps? Je suis la seule qui reste. Et mon mari, il repart, il revient. Il n'est pas si impliqué dans la vie monégasque. Donc... Il est toujours pilote commercial? Oui, toujours. Long courrier. Long courrier? Oui. Ah oui. Donc, c'est un métier avec beaucoup d'atouts, je dirais toujours. Parce que parfois, il me demande pourquoi tu es sur ton téléphone à minuit. Mais lui, il ferme la porte de l'avion et c'est fini. Il a une différente équipe tout le temps. Il part, il revient. Il a beaucoup de stress, mais c'est tout à fait différent. Ça, c'est vrai. C'est une question, tu vois, tu es en train de le dire et je me dis... Tu dis il fait du long courrier, donc ça veut dire au moins 7 heures de vol. Au moins. Et donc pendant 7 heures, tu ne peux pas le joindre? Ou si? Parfois par WhatsApp, texte, oui. Ah oui? Mais je ne le dérange pas. Parce que c'est quand même des parenthèses importantes dans une vie. En 7 heures, il y a des choses qui se passent. On s'habitue à ça? Oui. Maintenant, je suis habituée. Il faut, parce que c'est... depuis longtemps, je suis habituée qu'il part, il revient. C'est un mode de vie. Ouais. Et ça ne me dérange pas du tout. Quand les enfants étaient toutes petites, c'était plus difficile. Mais... Ah oui? Oui, de gérer les week-ends, de travailler toute la semaine et le week-end. Mais
c'est pas C'est derrière maintenant. derrière, oui, c'est pas. Et est-ce que pour toi, maintenant, donc tu dis ça fait 15 ans que vous êtes à Monaco? Oui, Est-ce que maintenant, si je te dis où c'est la maison, est-ce que c'est ici? oui, c'est absolument ici. Oui. Parce que tu as grandi à Londres? Non, j'ai grandi dans la campagne anglaise, la vraie campagne à Hampshire. Waouh! Oui, Ouais. dans un couvent à Ah ouais. Hampshire aussi avec les bonnes sœurs. Ah Donc ouais. c'était, je me suis jamais imaginé Qu'un jour tu que serais là. je me retrouve à Monaco. Non, jamais? Jamais. Et d'ailleurs, j'avais une préconception de Monaco. Eh bah oui, Euh, comme souvent, hein. oui, comme souvent. Mm. Et, Il y a beaucoup qui de était monde tout à fait faux parce qu'ici, j'ai du mal à imaginer de me réinstaller au fin fond de Hampshire. C'est très sympathique de retourner, mais non, je suis très bien ici. Vous êtes installé ici maintenant. Oui, on a de la chance d'être ici. Ouais. J'ai de la chance d'avoir un métier qui me passionne. Mhm. Et, Est-ce que si tu n'avais pas réussi à trouver ce métier, cette carrière que tu fais maintenant, est-ce que pour toi ça aurait été difficile de rester? oui, parce que sans un métier, je suis Un peu perdu. un peu perdue, mais je suis comme ça. Peut-être c'est sûrement possible d'être Ouais, ici ouais. sans Ça, c'est métier. chacun, c'est très Oui. personnel. Hein, Pour mais... moi, oui. Et si tu devais donner un conseil à tous ceux qui voudraient faire ce métier, comment on commence? Comment on arrive jusque-là? C'est la rencontre? Il y a une école pour faire ce que tu fais aujourd'hui? Tu peux étudier l'histoire de l'art, Hmm. mais Ça apprend pas les relations personnelles, ça. non, Hein. ça apprend pas. C'est la persévérance. Mais souvent, c'est les qualités, le contact avec Avec les les gens, personnes ouais. qui comptent beaucoup. Est-ce que ça t'arrive aujourd'hui de recevoir des candidatures, des gens qui veulent faire ce métier? Oui, non, je reçois beaucoup de CV et j'essaie d'être présente pour les jeunes Ouais. qui Oui, parce que là, voulaient tu étais dans le de la Mentors vie. Club Oui, d'Alexandrine Nogues. oui. Tu as rejoint toute l'équipe. Parce que quand il y a la séance de lancement du Mentors Club, il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Hein. Oui, c'était une formidable idée et j'étais ravie que Alexandrie m'a choisi comme mentor, mais j'aime bien aider les gens, essayer de diriger, Ouais. même si moi-même je ne peux pas aider de diriger, d'être là pour eux. Je Donner passe des beaucoup conseils, de temps ouais. à donner des conseils, de rencontrer des jeunes qui ont besoin un peu d'avis dans leur avenir. C'est important, je pense, pour nous d'être là pour les autres. Bah oui. Est-ce que ça a compté aussi dans ton éducation pour tes enfants? Oui. Cette envie pas de guider dans le sens dirigé, mais de permettre de suivre un chemin? Non, j'ai toujours dit aux enfants il faut laisser toutes les portes ouvertes et Ouais. de oser de se mettre dans des situations un peu hors commun. Donc Hors du confort. Hors de confort. Donc je lui ai envoyé une à Ghana pour faire de volontariat. Wow. Et l'autre au Pérou. Les pauvres, ils sont... Toi, c'est quoi qui te ferait rêver dans ton métier, je parle, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui te ferait envie maintenant pour toi dans ton métier? De découvrir une formidable collection autour de Monaco, à Monaco. Je sais pas, de continuer avec les rencontres passionnantes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour promouvoir la place de Monaco ici, dans le milieu de l'art. Bon, ça grossit très vite, hein, à Monaco Art Week. Hein. Oui, on a de la chance de voir ce cadre qui entoure dans l'art. Oui, ça fait un tout. Quoi. Avec le ballet, l'opéra, on a de la chance. Ben oui, mais est-ce que en faisant ça, tu as quand même du temps pour faire autre chose?
Tu fais que ça tout le temps? Non, j'ai du temps à faire d'autres choses. Maintenant, j'ai un petit passion pour le paddle. Donc, Oh, wow! C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai du mal aux épaules. Ça, j'ai commencé le paddle il y a 3 ans, grâce à mon fils, en fait, parce qu'il fait beaucoup de tennis. Maintenant, toi, tu paddles à fond. Oui, j'aime beaucoup, oui. Parce que c'est un jeu assez rapide, social. Ouais. C'est très anglais quand même, hein? C'est assez anglais, oui. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. On m'a toujours dit que les Anglais, c'est ceux qui s'habituent le mieux hors de l'Angleterre. C'est vrai ou pas? Oui, parce que... Oui, c'est drôle que tu dis ça, mais je pense qu'on a la capacité de s'adapter. Quand je t'ai dit tout à l'heure où c'est la maison, tu m'as dit bah, c'est ici. Tu te sens chez toi? Tu restes anglaise ou pas? Je reste anglaise pour certaines choses. Ah, le thé à le 16 thé. heures. Le thé. Certaines choses. Ouais. Mais, le fish and chips? Non. Non, ça. Non. J'ai jamais été. Ça, c'est côté mon mari qui aime bien le pubs. Ouais, pubs. Ce genre de choses. Non. Mais pour les traditions anglaises, j'aime beaucoup. Ah. Parce que c'est l'institution. C'est une société qui est très, très traditionnelle quand même, la société anglaise. Oui, on a des règles, mais on a beaucoup de créativité aussi, les Anglais. C'est étrange parce que c'est beaucoup de traditions, mais les gens, ils ont un esprit très ouvert. Ouais. Pour les langues, on n'est pas si bien. Mais, bon, maintenant, on parle anglais sur toute la planète. Mais... Est-ce que d'ailleurs, c'est une question ça, est-ce que c'est un avantage de parler anglais en mother tongue, c'est-à-dire d'avoir ton anglais oui, parfois juste pour, mais pas vraiment. Si, Tu parles anglais, français? Anglais, français, oui. Et je connais aussi italien, mais pas si bien. Tu comprends? Je comprends, oui. Il faut que j'améliore mon italien. C'était toujours mon rêve de faire ça, mais j'ai jamais le temps. Ah, tu vois? Non. T'as pas tant de temps que ça. Hein? C'est facile de dire on n'a pas le temps, mais je peux peut-être trouver une demi-heure. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Si j'avais une baguette magique comme ça, qu'est-ce que tu voudrais? Tu me dirais quoi? Bon courage. Ok. Pourquoi pas? Bon courage? Non. Bonne chance? Bonne chance, oui. Non, mais j'ai pas besoin de chance. Je pense que c'est nous-mêmes qui créons notre chance, notre propre chance. Ouais. Parfois, je crois beaucoup en ça. Ça, c'est l'esprit anglais. Eh bien, alors, bonne chance. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci. Mille merci. Merci, Louise. Merci.